Toujours, donc, je sais plus quel jour on est. On est le 24 peut-être. Oui, 24 avril. Et simplement, je voudrais reprendre la thématique du monde comme il ne va pas. C'est sa thématique ou une autre, peu importe. C'est un prétexte pour prendre la parole et pour essayer d'être dans une sorte d'extériorité par rapport à mon ambiance, à cette, j'allais dire, à cette situation extraordinairement difficile qui est la mienne. Et donc, alors si il y a des gens qui parlent de confinement, je les comprends, je les plains même, puisqu'ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine, ils n'ont pas d'antériorité. Et là, il ne s'agit pas pour moi d'une retraite, comme je l'ai trouvé quelque part, quelqu'un qui n'a pas utilisé le terme spirituel, mais il a utilisé le terme consacré dans certains cercles, voilà, retraite. De toute façon, on en déduit très rapidement qu'il s'agit de la retraite spirituelle et non pas d'une autre forme de retraite. Quand on dit le mot retraite, on ne pense pas à la retraite qui survient à la fin d'un cycle de production. Voilà, l'être productif prend sa retraite finalement à le droit, un peu de repos, un peu avant de devoir se laisser voilà, avant de devoir céder la place totalement. Donc double, voire triple, voire quadruple, voire quintuple, peu importe, confinement. Il s'agit de cercles. Quand en fait, on est confiné dans quelque chose, on n'arrive pas à en sortir. Quand on fait, c'est ça qui est particulier. Voilà, le confit c'est bien. Par exemple, je confie du citron, je le mets à confire et je sais que je mets le citron en contact avec du sel et avec de l'eau, et obligatoirement le citron n'a pas d'autre choix que d'interagir avec ces éléments. Donc le citron perd de sa consistance, se transforme évidemment sous l'influence de ces deux éléments, et peut-être qu'il y a quelques autres éléments qui participent à l'opération. En tout cas, le citron d'abord va acquérir une sorte de permanence, on va pouvoir le conserver un certain temps, mais pour nous, pour nos palais à nous, il va se bonifier, il va pouvoir se doter d'une qualité qu'il n'avait pas au départ. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc le confit, il est confit, mais en même temps, il ne peut pas s'extraire. Voilà comment on voit le confinement. Mais en tout cas, c'est une transformation. Mais alors que le confinement tel que on le voit, c'est une sorte de contrainement. Voilà. Le fait de devoir rester dans une position jusqu'à devenir, jusqu'à changer d'état. Alors, double confinement, c'est-à-dire, voilà, le confinement, c'est l'emprisonnement, donc c'est comme ça que je le vois, sans aller chercher des explications, savoir si je suis dans la bonne utilisation lexicale ou pas. Ceci n'est pas prioritaire. En tout cas, ce qui est important, c'est comment on perçoit un mot, un concept, comment finalement on se l'approprie, et comment on arrive à lui faire dire une chose
ou une autre. Alors ça peut être un peu à côté des canons habituels, des canons académiques, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que le principal, c'est qu'on ait trouvé, même de façon provisoire, de façon momentanée, un élément, un nom, un concept pour présenter une situation. Donc double confinement, triple. Voici que aujourd'hui des gens entament entrent dans une sorte de retraite, là aussi très particulière. Ils obéissent à une règle. Voilà, tous sont persuadés de faire ce qu'il faut faire. Et on voit le confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix qui puisse... tout le monde, en fait, participe du même confinement. Il n'y a pas une voix qui puisse être extérieure à cela, qui puisse considérer qu'elle n'est pas intéressée. On peut ne pas être intéressé, quitte finalement à se retrouver seul. Voici donc une chose, vous êtes seul par rapport à, j'allais dire, un fondé culturel, j'ai dit n'importe quoi, mais en fondé, oui, les choses qui sont fondées, les fondamentaux, les fondements. Pourquoi pas, je n'ai jamais rencontré ce terme de fondé culturel. Ça convient pas, c'est pas un problème. J'allais dire même cultuel, et cet ensemble de références est le vôtre, parce que c'est le vôtre d'origine. Mais vous pouvez très bien cesser d'y être affilié. À un moment donné, dans votre vie, vous pouvez être persuadé que vous en avez pas besoin. Mais vos besoins individuels à vous, quelque part, ce n'est pas peut-être ce qui va vous permettre vous allez régler une situation, vous allez être en accord avec vous-même pendant un moment, sur une question peut-être essentielle, mais vous allez vous priver d'un soutien ou d'une correspondance ou d'une sorte avec tout un ensemble de gens. Donc, l'un face à la multitude. Et là, on peut se poser la question. Est-ce que le fait d'être à l'extérieur est aussi intéressant que cela? Est-ce qu'il ne faut pas sacrifier cette petite conviction, parce que ce n'est qu'une petite conviction, pour essayer d'être un peu semblable à tous? Bien entendu, je ne serais pas capable de me transformer entièrement et d'arriver à ressembler, à faire dans le traditionnel et peut-être même un peu dans l'inflationnel. Il y a un côté un peu trop dans ces manifestations-là, il y a un trop ajouté, trop partagé, trop affirmé, trop présenté, trop montré, voilà. On se montre et on montre, et donc voilà les questions qui se posent. Alors le monde, comment il va pas, et le monde, comment il est morcelé d'une certaine façon, et le monde, comment il continue finalement à veiller sur ses particularités ou ses particularismes. On peut pas sacrifier, on peut pas dire tiens, on va changer.
on va changer, on va faire en sorte de mettre en place un ensemble de dispositifs intellectuels, peut-être même un peu spirituels, mais qui puissent convenir à tout le monde. On peut dire, tiens, c'est l'occasion, tous les cultes qui étaient présents, ben ils n'ont pas su nous préserver. Ils ont été défaillants parce qu'ils n'ont pas d'explication. Alors, celui qui est pour la science dit que la science n'a pas d'explication, celui qui est pour une autre causalité ou une autre, il dit que lui, par contre, il peut dire oui, ça correspond. Enfin, expliquer, ce n'est pas trouver l'origine, c'est trouver le moyen finalement de résoudre le problème. C'est pas de dire cette chose-là est d'origine divine, c'est Dieu qui l'a envoyé. L'essentiel, c'est de pouvoir ne pas en être affecté. Donc la science, c'est pas de comprendre, voilà, le processus peut-être c'est comme ça, mais après, c'est comment. Donc les deux, finalement, ce qui constitue les deux éléments de référence, la raison, puis la foi, on peut dire la tradition, puis il y a de l'autre côté l'expérimentation, l'innovation, etc., etc. La prise en compte un peu de l'aléatoire, la prise en compte un peu de ce qui ne rentre pas dans les modèles, tandis que la religion, ben, c'est un peu des modèles qui doivent être reproduits de façon atemporelle. Il n'y a pas de temps pour la religion. Par contre, ce qui est appelé la science, on peut dire qu'il y a la science, on a la science de notre temps. Et puis, dans quelques temps, on aura peut-être une science différente parce que, obligatoirement, ça avance par accumulation, les connaissances s'accumulant, donc plus le temps passe, plus on accumule de la connaissance. Donc on pourra mieux gérer les défis à venir. En tout cas, le monde, comment il ne va pas. Et en fait, simplement une chose très simple, une contradiction très simple, c'est avoir ou ne pas avoir. Avoir j'allais dire, de la couverture relationnelle, la chose qui assure vos arrières et qui permet à vos idées, à vos interrogations d'avoir de l'écho. Voilà la chose qui amplifie votre ego. Voilà les relations. Voilà ce qu'on appelle l'amitié, la proximité, etc. C'est la chose qui vous aide à vous préserver, à tenter d'atténuer les coups de la vie, les accidents, etc. Voilà. Seul, j'aurais du mal à faire face finalement à la multitude des dangers qui pourraient finalement me menacer. Mais par contre, si je suis à plusieurs, donc voilà, comme on dit pour les groupes, voilà, donc ça permet d'avoir plus de capacité d'anticipation, de réaction, etc.
Donc, fondamentalement, donc en avoir ou ne pas en avoir. Quelquefois en avoir, ça ne préserve pas, ça ne protège pas d'un certain nombre de dangers. Ça permet de penser qu'on est couvert, qu'on est protégé. Mais en fait, on ne l'est pas tant que ça. Et quand on enlève ce voile, cette protection relativement peu conséquente, on se retrouve vraiment face à la réalité dans toute sa capacité à vous étourdir. Voilà. Donc je suis bloqué parce que la réalité, donc le monde comment il ne va pas, et l'ego en fait, l'évolution de l'ego, à un moment donné, l'état d'un ego qui peut être un état assez, j'allais dire, délétère, assez. Ben cet état, c'est l'accumulation. Hein. Ce phénomène de l'accumulation est très important comme concept. L'accumulation de petits coups. Alors, c'est pas des choses énormes. C'est des petits coups qui vont introduire un peu qui vont fragiliser un peu l'édifice. Voilà, donc on peut imaginer quelque chose qui veut finalement creuser un tunnel, qui pourrait réussir, elle doit avancer de façon très très petite. C'est une chose qui mine, voilà, un mineur, voilà, pour le dire. Donc ça avance très lentement. Donc c'est morceau par morceau. Alors, cet ego qui était un ensemble, c'est presque voilà complet, plus ou moins harmonieux, assez solide, assez bien fait quand même. Bah, il commence à perdre de ses composants. Si comme un être couvert non pas d'un exosquelette, mais une sorte d'exo quelque chose sous forme d'écailles. Donc les écailles constituent une protection presque parfaite, mais on va pas les enlever d'un seul coup, on va les enlever peu à peu. Donc finalement, mais presque sans que la victime en ait conscience. Donc il faut y aller progressivement. Donc un coup à la fin de tout cela, donc l'être qui était protégé se retrouve à nu, plus de protection. C'est un peu une présentation un peu pas évidente, pas très solide, mais je suis dans un état. Alors j'essaie de transcrire quelque chose du moment présent. Voilà, le moment présent. C'est toujours très intéressant cette notion du présent. C'est une notion évidemment qui peut être utilisée, le présent. C'est quelque chose, comme vous dites le présent, c'est pas comme qu'on dit je suis présent, c'est pas pareil. Le présent, comme une sorte d'entité assez presque dotée d'un pouvoir assez important, voilà, quelque chose. Je suis présent,
ceci est mon présent, mais le présent, comme dans ce calendrier, dans cette, comme on disait, 2000 ans avant le présent. Ah, pour ne pas dire avant Jésus-Christ, on disait before present. Donc c'est ce qui est, en fait, le présent, dans un certain sens, il est présent, finalement, qui a autonome de moi-même. C'est un présent qui s'impose à moi, que je ne peux pas nier, refouler, etc. Donc, là, on revient à présent, le refoulé du présent, ou le présent du refoulé, peu importe, c'est une notion qui est peut-être intéressante, puisque le refoulé est évidemment un concept qui est très très souple, qui peut être utilisé pour voilà, pour aller chercher profond, ou pour juste faire quelques petites recherches de surface. Voilà comment on peut donc le présent, il est fait de séquences chronologiques qui peuvent varier. Donc il y a des moments où la pesanteur est plus forte, il y a des moments où ça s'atténue un peu. Donc qu'est-ce qu'il faut finalement mettre en avant? Voici un moment de répit, ou plutôt insister sur le moment de la déflagration, le moment de la du surévénement. Voilà, une idée, il y a l'événement, le surévénement, et toujours de ce superlatif là, donc la sursensation, enfin quelque chose, le surmalheur, quelque part une sorte une sorte d'exponentialité, ou une sorte d'expression assez très très du malheur, voilà. Le malheur non pas dans toute sa splendeur, ça ne rime à rien, ce genre d'expression. Mais plutôt le malheur tel qu'il peut s'exprimer, tel qu'il peut vraiment s'ingénuer à s'exprimer, comme s'il avait un don pour nuire, de façon très 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 forte. Il va nuire, et au moment on pense que ces nuisances se sont plus ou moins atténuées, on découvre une autre série de nuisances. Voici quelque chose qui cachait une chose, qui elle-même est peut-être en cache une autre, qui est va se révéler plus mortifère, plus, évidemment, le terme de maintenant, plus létal d'une certaine façon, symboliquement parlant. Comment tuer soi, comment être tué, comment perdre la notion de vie sociale, de vie collective, de vie tout court. Comment cette chose-là finit par se réaliser. Alors, il y a une chose, alors on peut reprocher à des gens des tas de choses, on peut le reprocher. Quelquefois, on a l'impression que, finalement, le reproche est un peu, pas tout à fait
comme on dit, pas tout à fait légitime, ou alors pourrait en faire beaucoup, donc on exagère un peu. Mais quand vous voyez quelqu'un et quand vous voyez passer cette chose-là qui s'appelle réussir à échouer, là, il devrait y avoir un signe. C'est vrai qu'à un moment donné, et moi je suis comme tout le monde, évidemment, il y a quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui est toujours resté extérieur. Ah, c'est pas la personne la plus maléfique au monde, hein, c'était quelqu'un qui, voilà. Et donc, cette personne, à un moment donné, elle arrive, c'est ça la vie, elle est quelque part un peu, elle est non pas énigmatique, mais elle est, on sait pas ce que c'est que la vie, d'accord, la qualifier serait la réduire, donc, qualifie pas, la vie, c'est la vie, alors, on assiste à des séquences, voilà. Donc dans un film, il y a plusieurs séquences. Donc voilà, une séquence, évidemment un film, une séquence ne va pas ressembler ni à la précédente, ni à la séquence suivante. Donc il faut qu'il y ait du changement. On pourrait faire des films avec une séquence, d'ailleurs ça a été fait, une séquence, un peu la même séquence, le même plan, et puis on change pas, jusqu'à la fin. Et on voit ce qui peut-être on met quelque chose, et si il y a un élément d'interférence, c'est enregistré. S'il n'y a pas s'il y en a pas, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas comme ces caméras qui n'enregistrent que le mouvement. Là, on enregistre le non-mouvement. Parce que le non-mouvement fait partie, justement, du possible et de ce qui existe. Il y a du non-mouvement, ou alors il y a du mouvement difficile à percevoir. Donc il faut le voir sur des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers d'années. Donc il y a du mouvement. Mais nous sommes dans un rythme propre qui veut que il nous faut un certain type de mouvement, comme dirait quelqu'un qui aime bien ces termes-là, temporalité. Donc pour revenir sur la personne qui arrive, elle arrive avec un livre. Ce livre, alors je sais pas, c'est un livre de Dolto, je sais plus, en tout cas, un livre comme ça. Le titre est un appel. Moi, je suis à côté de quelqu'un qui, lui, va finir sa vie. Donc, une personne qui arrive avec un livre et qui dit, je suis, évidemment, c'est moi qui interprète, peut-être que je surinterprète, et donc à ce moment-là, ben voilà, c'est toujours le risque. Je me rends compte maintenant, après tant d'années, après avoir finalement fait circuler sur ici en moi plusieurs fois, cette observation plutôt. Donc quelque part, je dois un peu changer ma perception. Peut-être que c'était pas si... Mais en tout cas, on imagine, alors, la personne... Simplement, il y a des moments dans la vie où on est plus dans le mouvement, on est plus dans le changement, on est plus dans la variation, on est plus dans l'inédit. Il y a des moments où on est dans une sorte de répétition. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas la répétition parce qu'elle introduit des éléments... j'allais dire, de pesanteur, d'immobilité, voilà. Et c'est vrai que se retrouver dans le même cadre, toujours le même cadre, presque les mêmes rituels, finalement, les mêmes fréquentations, finit peut-être par épuiser. Surtout que ce milieu-là n'est pas le milieu qui correspond, qui est finalement dans lequel on peut s'exprimer. Il y a des architectures qui ne sont faites que pour des gens. Ces gens ont grandi dans ces architectures-là, ben, quelque part, d'une certaine façon, ils sont habitués aux rigidités, voilà, de ces évidemment que ne peut que rigidité inhérente à ce type
par exemple d'architecture. D'autres sont plus habitués à une architecture un peu moins, peut-être un peu moins linéaire, un peu plus courbe, un peu plus qui se révèle, une architecture un peu presque pas anarchique, mais qui est faite presque de choses surprenantes. Vous montez, vous prenez une rue, mais vous ne voyez pas finalement, vous ne voyez pas très loin. Votre vue est arrêtée parce que à un moment la rue va se courber, va bifurquer et donc vous voyez pas. Donc vous allez quand même être dans une sorte d'appréhension, mais rien de grave, mais vous allez découvrir. Et au bout de la deuxième rue, vous allez encore une fois découvrir. Mais vous ne pouvez pas avoir un champ de vue libre sur 500 mètres, 1 kilomètre, c'est impossible. Donc, il y a cet élément variant, plutôt quelque peu, voilà, une psychologie comme ça, spatiale, elle est à son aise dans un certain type d'expression urbaine et pas dans un autre. Donc on peut imaginer que voilà le malaise viendrait là aussi parce que on vit dans quelque chose qu'on ne peut pas habiter complètement, qu'on ne peut pas intégrer de façon totale. Ce mur-là, il ne me parle pas. Ce mur-là, il est trop bien. Il ne présente pas de fissures et il est en bon état. Et moi, j'ai grandi avec les murs un peu de travers, les murs un peu, presque les murs qui menacent de tomber. Voilà. Et la fissure fait partie de ce que finalement j'ai pris l'habitude de voir et presque d'attendre. Voilà. Tiens, cette fissure permet de voir de l'autre côté. Finalement, d'échapper au côté fermé du mur. Et le mur me permet, évidemment, une petite fissure, là on parle pas de fissure grande, mais là on reste sur juste la lumière va passer par la fissure, ou alors je vais pouvoir regarder de l'autre côté. Jeter un coup d'œil sur ce qui se passe derrière les murs. Un espace qui, lui, est fondamentalement producteur et fournisseur une certaine qui nourrit une certaine imagination, qui la fertilise, qui l'accompagne, qui lui permet de se maintenir. Voici, il y a un espace là aussi d'où finalement un espace que l'on connaît, parce qu'on peut, quand on a identifié les gens, là il y a peut-être la possibilité finalement de faire une rencontre. Là il y a une fille qui est en train de grandir et il est possible qu'elle devienne mon amante, il est possible, etc. On peut imaginer. Et dans finalement chaque foyer, il y a une histoire, il y a une collectivité. Cette collectivité finalement ne ressemble pas à la collectivité d'à côté, parce que physiquement, parce que ils ont une façon de fonctionner, ils ont peut-être et toujours dans cet interdit, la rue, on voit pas ce qu'il y a derrière la porte, mais on peut imaginer des tas de choses. Alors c'est comme ça. Alors et on est en face de quelqu'un, et ce quelqu'un a cessé de nous parler, a cessé de nous apporter notre
nourriture, notre besoin en aliment, j'allais dire en aliment, faut éviter le mot, je sais pas, spirituel, ça convient pas, en aliment de quelque chose, voilà, c'est comme ça. Après, donc, cette personne, elle arrive, elle est mal, un moment où elle était très bien, là, elle est mal, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, ou je l'ai interprété sur le coup. Elle veut communiquer, mais elle veut d'abord le dire de façon indirecte. Donc il y avait quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas voulu s'engager, qui était à côté, n'a pas voulu s'engager. On est resté à parler ensemble, sauf que cette personne va connaître une évolution encore plus désespérée que l'évolution de la première personne, qui, elle, finalement, voulait faire passer un message. Voici comment un trio, dans ce trio, celui qui manifestait voilà, quelque chose, et peut-être que c'est celui-là qui est le moins touché, finalement, et que moi, j'allais subir des coups qui vont m'abattre totalement par la suite, mais que la personne qui était avec moi, elle, a subi des coups encore plus forts, parce qu'elle a perdu la capacité de se maîtriser, de se contrôler. À un moment donné, elle n'était plus elle-même. Et peut-être qu'elle est redevenue elle-même en suivant tout un des procédures, etc., chimiques, enfin mais des protocoles, je sais pas comment on dit, mais la personne a cessé d'être dans le monde comme on l'est généralement. Comme on dit, elle a pété un câble, mais c'était loin d'être amusant, c'était loin d'être distrayant, c'était plutôt une chose inquiétante. Inquiétante parce qu'à ce moment, on peut se demander, c'est arrivé à quelqu'un qui était, voilà, qui était très normal, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Qu'est-ce qui me différencie, moi, de cette personne? Cette personne qui agit de façon totalement, non pas irrationnelle, non pas seulement irrationnelle, mais c'est un irrationnel qui n'a aucun intérêt. Si je pouvais, moi, être irrationnel, mais en même temps en faire, je sais pas, une sorte une folie, voilà, quelque chose qui me permettrait d'atteindre à des états de conscience modifiés, voilà, sans, d'une certaine façon, devenir fou, mais en contrôlant sa folie. Voilà, atteindre cet état et pouvoir évidemment s'en retourner, non pas le subir, mais le provoquer. Et donc là, on se dit tiens, c'est une irrationalité et qui emprisonne la personne, qui ne lui procure aucun avantage. Donc c'est vrai que si je pouvais faire preuve d'une certaine irrationalité, là je peux pas parce que je suis trop attaché à une certaine forme d'expression. Ce serait intéressant de un moment, voilà. Bon. Donc faut pas oublier que évidemment j'ai vu quelqu'un faire des mouvements et donc ce quelqu'un fait des mouvements tout en essayant de revenir toujours à son point de départ, un centre, puis évoluer tout autour du centre, mais sans jamais oublier le centre. Donc moi, bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de décentrer, de créer des centres au fur et à mesure et de ne pas. Je vois pas l'intérêt de revenir toujours vers le centre, puisqu'il n'y a de centre qu'arbitraire. Il y a de centre que transitoire. Il n'y a pas de centre. On pourrait dire, oui, comme on a, avec ce roman, le centre de la Terre, il n'y a pas le centre de la Terre.
le centre de la Terre. C'est difficile à imaginer que le centre du centre, vraiment le point le plus central possible. Comment l'imaginer? Et pourtant, le centre de la Terre, c'est déjà un centre qui est très grand. Voilà comment on l'imaginait dans les romans de Jules Verne. Le centre de la Terre, c'est pas un petit truc. C'est vraiment quelque chose d'immense. Et donc, c'est pas vraiment un centre. C'est une couche. Voilà. Alors le centre, comme on dit aujourd'hui, le noyau, il est, voilà, à une certaine température, il est plutôt ferro, je sais pas quoi. Bon, c'est comme ça. Mais donc pour dire le centre, c'est le titre qu'on a donné à ce développement. Le titre, c'est le monde comme il ne va pas. Le monde comme il ne pourrait pas faire autrement. Il ne peut qu'aller mal parce que c'est presque, comment dire, c'est là où il y a le problème de la... On parle le problème est que je voulais en fait faire quelque chose par rapport à la mort et j'avais pensé à quelque chose comme ça, que vienne la mort. Donc un peu une sorte de quelque chose de lourd, un peu pour exprimer. Bon, évidemment, sur le moment, quand on laisse passer ce type de propos, après on a du mal à faire revenir cet état d'esprit, cet état intérieur. Mais après, je suis passé comme ça à la faveur du temps. Voilà, 2-3 jours après, j'étais dans la cuisine, puis je pense à ce titre. C'est beau une ville la nuit. Donc voilà. Et c'est beau, je l'ai modifié, c'est beau la mort. C'est beau la mort. Bien entendu, c'est beau la mort. Ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, notre corps nous pèse. On ne sait plus quoi en faire. Il devient trop difficile, trop impossible à manier. Voilà. Je me lève, mais j'ai dormi, mais en même temps, je suis pas reposé. En même temps, je veux faire une chose, mais j'ai plus l'énergie de la faire. J'ai plus l'énergie pour continuer de vivre. Donc, on pourrait dire, oui, la mort, en ce sens, la mort est une porte de sortie, en tout cas. Donc, pour le monde, comme il ne va pas, c'est pas évident. Comment il ne va pas dans le sens où on a tendance à toujours produire du soi et du parcellaire. On produit pas dans notre lecture des événements, dans notre interaction avec les concepts, on produit toujours quelque chose qui ne pourra pas, qui n'intègre pas tout le monde. Parce que il y a une partie des gens qu'on connaît pas, on peut ne pas correspondre à ce qu'ils attendent de la vie, à leurs préférences, à leurs réalités, à leurs limites, à leurs contraintes. Malgré tout, on est le produit de son environnement, comme pour tout à l'heure, le produit de son architecture. Voilà, et de l'espace mental issu de cette architecture, de cet urbanisme d'origine. Voilà. Donc la chose est que on peut lire quelqu'un, mais est-ce qu'il correspond exactement? Est-ce qu'il offre quelque chose qui peut être généralisable? Aujourd'hui, on cherche un vaccin. Ce vaccin, nonobstant le problème
comment dire, des groupes sanguins, cette solution, si elle devait exister, va convenir à tout le monde. L'idéal, c'est qu'elle puisse, normalement, c'est ça. Mais ça, c'est dans le domaine de la matière, le domaine matériel, on va biologique. Après, pour ce qui est du domaine des idées, domaine des explications et des vues, des perceptions et des perspectives, là, c'est une autre chose. Parce qu'on n'est pas capable de s'extraire totalement de soi-même pour penser à la totalité. On pense la totalité à partir de soi-même, à partir des expériences que l'on a eues, à partir peut-être des lectures qu'on a faites, mais tout ça ensemble et d'une certaine façon j'ai fait un choix, évidemment, sans en faire un. Simplement. On fait des choix et on ne se rend pas compte que là, on fait des choix lourds de conséquences. Je refusais d'embrasser une fille parce qu'elle était saoule. Dans ma tête de très jeune, c'est idiot dans ma tête. Comment je pouvais avoir une réticence pareille à l'âge de 20 ans? Bon, une fille s'est intéressée à moi, à part le fait que je ne me considère pas suffisamment séduisant, par exemple. Là, on tombe sur quelque chose. Mais, a priori, il n'y avait aucun mal. On se serait embrassé. Et alors? À l'époque, j'avais toutes mes dents, ou presque. Donc, il n'y avait pas de problème. J'étais pas malade, j'étais rien, j'avais tout ce qu'il faut. Et ça m'aurait suffi qu'on s'embrasse. Ben, déjà, ça aurait été la première fille que j'aurais embrassée en dehors de mon initiatrice péripatricienne qui, elle, n'a pas voulu que j'embrasse. Mais j'aurais embrassé cette fille-là, et peut-être. Et quoi cette réticence un peu morale, qu'est-ce que est venu faire la morale là-dedans? Si je puis finalement me concentrer que sur cet aspect-là, je sais pas. Donc finalement, l'expérience, on peut dire malheureuse, pour utiliser un terme très passe-partout, la relation à l'autre, ben, c'est une expérience que j'aurais pu éviter, ben, sans trop de problèmes. J'aurais pu éviter facilement. Et à ce moment-là, j'aurais peut-être, d'une certaine façon, mon corps a eu ce qu'il lui fallait finalement voilà, j'ai un capital affectif, j'ai un capital, voilà, je peux. Voilà, donc le monde, je n'y suis pas parce que j'ai fait des choix. Mais mes choix, ben, d'une certaine façon, contrôlent ma pensée. Mes choix hypothèquent ma capacité à être dans, j'allais dire, une certaine objectivité. Donc je ne vois qu'à partir de mes propres, mes propres, j'ai des limites. Je suis limité parce que après, évidemment, il y a des gens qui ont eu une sorte d'équilibre, voilà. Ils ont donné, ils ont reçu, il y a comme une sorte d'équivalence. Mais moi, j'ai pas eu droit à ça. Et donc le monde, comme on le voit pas, quelqu'un qui a manqué d'amour, ben, il aurait tendance à reporter cela.
avoir un regard un peu, pour pour le minimum amer. Voilà, cette amertume vient, donc il faudrait atteindre à un stade où l'amertume n'est pas dictée par des petites contrariétés. J'ai personne qui m'appelle, j'ai personne qui s'inquiète pour moi, et machin. Ça dévalorise ma pensée. Il faudrait que je sois dans une position dans une situation totalement pas parfaite, mais bon. Et pourtant, j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Toute cette harmonie, toute cette beauté, on pourrait dire, voilà, elle est le résultat d'une décomposition antérieure, comme pour que une chose puisse se libérer, redevenir disponible, les minéraux par exemple, il faut qu'il y ait une sorte de... Évidemment, ça peut venir même des roches sédimentaires, donc obligatoirement, ce qui dit sédiment dit être vivant, donc après ça libère. Donc il y a envie sur des cadavres, donc le spectacle est un spectacle en surface parfait, mais en même temps c'est un spectacle qui dit l'accumulation de destins arrêtés, l'accumulation voilà, de cadavres, l'accumulation de restes. Après, ce qu'on a devant soi aussi va être atteint par la finitude et il n'y a rien d'autre. Mais quand on voit à quel point la présence, la simple stimulation, une stimulation, alors des fois elle est juste de l'ordre, elle est juste numérique. Alors elle est un frein, elle devrait être un frein agissante, et pourtant elle agit. Quelqu'un qui vous dislike pour un truc, finalement il a fait un geste presque machinal, exprimé sur le coup, il a voulu, mais il n'a pas vraiment réfléchi. Et vous, ça va être la chose qui va vous suivre pendant des heures, pendant des jours. Comme cette personne qui m'a entendu un jour parler, et qui m'envoie d'un autre pays, qui me voit un commentaire, elle me dit mais qu'est-ce que tu prends comme hallucinogène ou comme produit stupéfiant? J'espère que Dieu va te venir en aide. N'importe quoi. Il s'agit. La parole devient suspecte. C'est vrai, si j'ai produit si je produis cette sensation-là, c'est très bien. C'est-à-dire que j'ai quitté un peu j'allais dire, le moment présent, et que j'ai réussi à exister dans un espace un peu moins contrôlé, un peu moins conventionnel. Si je produis ce genre de sensation, pourquoi pas? Je suis fou, je suis un peu désaxé, et c'est vraiment très bien finalement comme position, comme posture, pourquoi pas. Le contrôle, finalement trop se contrôler, trop montrer de la normalité, ça finit par, ce n'est pas payant. Il faut un peu presque d'emportement. Il faut s'emporter, il faut réagir à l'instinct, il faut presque aller vers aller sans trop calculer.
quand on commence à calculer, c'est qu'on commence un peu à se défiler avec soi-même, on renonce. Le coût et le profit, etc., profit et pertes, voilà. Dans cette histoire-là, je vais calculer. Bah, je calcule, voilà. Ça me prend beaucoup de temps, et en attendant, c'en est fini. Du moment où il fallait que je fasse preuve d'une implication. Si, voilà, je préfère préserver mon être, peut-être en sacrifiant mon ego, mais je préserve mon être physique pour le futur. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on voit un peu les choses. Alors on voit un peu le donc l'impossibilité finalement de parler du monde de façon un peu de manière à générer du total, à générer du général, à générer de l'exhaustif, générer, j'allais dire, du complétif. Bon, je le dis pas, et je l'ai dit. C'est ça. Alors, cette prise de parole, finalement, c'était ça ou autre chose. Hein. Simplement pour prendre la parole, pour essayer de se tester. Parce que dans cet exercice-là, il suffit qu'on s'arrête un peu, pour après commencer à avoir un peu de réticence. On se dit que si on s'y remet, ça risque d'être pas vraiment, ça risque de bloquer. On a peur du blocage. Faut pas croire. On a peur d'être réduit au silence. Bon, donc ça s'est pas produit. Il y a juste eu des interférences de l'extérieur qui m'ont obligé à réduire mon débit, mais déjà mon débit n'est pas très rapide, mais je l'ai réduit parce que j'étais à l'écoute de ce qui se passait à côté pour savoir si je devais manifester ma désapprobation ou pas. Chose que voilà, donc le monde comment il ne va pas, comme on voudrait se concentrer sur l'essentiel. Mais comment définir cet essentiel préférentiel? Comment? Il y a des gens pour qui défendre une vision, défendre un dogme est plus important que tout. Donc le dogme, voilà une question très simple. Ce dogme, tu y es arrivé comment? Tu n'y es pas arrivé par un cheminement personnel, et encore, on peut douter finalement de la capacité d'une personne à réellement décider en toute connaissance de cause. Le besoin de se mettre un peu sous la protection d'une puissance, finalement, un peu, ça interroge. On est déjà sous la protection, même sous la domination d'une puissance très concrète. Là, il n'y a aucun problème. La puissance, la domination des lois civiles, pas besoin d'aller chercher les lois divines, il y a déjà les lois civiles, elles sont largement opérantes, largement dominantes, largement écrasantes, donc on ne comprend pas. Donc la chose dont on hérite et qu'on exhibe et qu'on défende uniquement par ce biais-là, d'une certaine façon,
Cette conviction, ben je ne l'ai pas développée tout seul, ben elle m'a été transmise. Dans cette transmission, ben voilà, donc il n'y a rien, il n'y a pas de quoi pavoiser, il n'y a pas de quoi. Oui, c'est faire preuve de limitation, d'incapacité à générer peut-être de l'explicatif par soi-même, de l'interprétatif par soi-même, mais on en est incapable. Parce que c'est ça peut-être la dimension, peut-être pas la plus intéressante, mais une des dimensions qu'on a, c'est la dimension de s'interroger. De s'interroger jusqu'à plus soif. S'interroger sur, finalement, sur nos limites, sur nos capacités, sur notre potentiel, sur ce que l'on fait de nos mots, ce que l'on fait de nos concepts, ce que l'on fait, voilà, de cette capacité que nous avons finalement à jouer avec les mots. Il suffit largement que je passe de l'affirmation à la négation, et là j'ai franchi une étape majeure. La chose que j'affirmais, je la nie, et je fais le mouvement inverse par rapport à autre chose. Mais est-ce que ça change quelque chose à la réalité du monde, au monde physique, si on peut appeler ça ainsi, et même au monde métaphysique? Ça change rien. Ça change rien. C'est uniquement des variations mineures. Il suffit pas de dire Dieu n'existe pas pour que, obligatoirement, de ce fait, Dieu n'existe pas. Même moi, je peux dire Dieu n'existe pas, mais ça ne veut pas dire que il n'a pas encore une place dans que fait par c'est de l'ordre du refoulé, mais du refoulé qui peut de nouveau se représenter au grand jour. Voilà, c'est un Dieu qui aime bien se cacher, voilà, qui aime bien attendre son moment. Parce que, évidemment, j'ai cette capacité à réveiller les dieux morts. Mes dieux ou mon Dieu mort. Je peux le ressusciter. Il suffit d'un petit... que je sois dans les bonnes dispositions. Le jeu avec les mots est évidemment... surtout, on voit les limites. Parce qu'on joue avec les mots à partir de ce que les mots nous permettent d'entrevoir, de pouvoir énoncer. Donc on est déjà dans une langue, et ce sont les limites de cette langue, et ce sont les limites de soi dans cette langue, soit à un certain moment, tout dépend des moments de sa vie, et des moments où on a accès à des concepts, et après, quelque temps après, on a accès à d'autres concepts, et les concepts d'avant, on les a, on peut plus les convoquer, on peut plus les faire revenir. On a des concepts et quelquefois on laisse derrière soi des concepts plus intéressants parce que cognitivement parlant, on en a perdu la propriété, voilà, et la jouissance. Donc voilà, comme on perd la jouissance de certaines choses, on perd la jouissance d'un certain nombre de concepts pour des raisons et d'autres. Donc Dieu, simplement, comme on le dit dans cette langue et à ce moment, donc l'idée c'est de ne pas de jouer, parce qu'il ne s'agit pas là d'un jeu, c'est un exercice. Un exercice, à un certain moment on disait, les jeux, oui, c'est très éduquant, très formant. Donc
il y avait une certaine, il y avait comment on dit ça, pas une valeur, mais il y avait bon, j'ai oublié le terme. Donc finalement, de s'exercer pour mieux comprendre. Aller à la recherche, peut-être pas de quelque chose. Ne pas cesser de chercher. Jusqu'au moment, peut-être on va trouver ou on va reconnaître notre impuissance. Voilà. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Je ne trouve toujours pas. Je sais pas quoi mettre pour parler de cette chose ou d'une chose. Voilà. Il y a quelque chose, j'en ai le pressentiment, mais de là à passer à l'étape de la formulation, ben j'arrive pas. J'ai pas les mots, ou alors les mots que j'ai, ils sont un peu, ça va pas être les bons mots. Je vais juste faire avec ce bricolage, d'une certaine façon, un peu à la, voilà, ce bidouillage ne va pas tenir. Donc il faut que je sois plus que dans le bidouillage. Et voilà, je peux que voilà, je balbutie mes mots. Je ne peux pas les formuler de façon claire. Voilà, je suis dans une phase où cette phase risque d'être la mienne jusqu'à la fin, une phase de l'échec de la formulation. Parce que le langage, mon langage, il m'amène souvent à des lieux fermés, des impasses. Voilà. Je n'arrive nulle part. Et même quand j'essaie d'approcher d'une chose, bah, je crois être la chose intéressante, bah, je découvre qu'elle ne l'est pas, finalement. Qu'elle n'a pas ce que moi, je quête. Je vais rester dans cette position de quêteur longtemps. Ce n'est pas ce n'est pas très grave, hein, parce que être dans l'interrogation est peut-être plus intéressant que d'être dans une sorte de permanence de la conviction, permanence de la conclusion, permanence de la vision. L'impermanence, et c'est elle qui maintient le désir. L'impermanence, parce qu'à un moment, on met en place une chose, et puis on se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait bien faite, bien solide. Donc, on est obligé de la détruire, de la défaire, pour essayer de faire mettre à la place quelque chose de plus. Peut-être qu'on progresse, peut-être qu'on ne progresse pas. Il y a des gens qui font toujours la même chose, même si ils s'y prennent, et même s'ils s'y prennent des dizaines, voire des centaines de fois. Quand on atteint ces limites, j'allais dire, langagières, limites cognitives, limites, même ce que l'on peut pressentir, intuitive, même, ma perception, elle atteint ses limites. En ce moment, voilà, une limite. Demain, ça va en être une autre. Donc je passe d'une limite à une autre. Et c'est intéressant de se rendre compte à quel point on est limité, à quel point on veut les univers que l'on explore sont des univers fermés, un peu fermés sur eux-mêmes, ou alors. Donc il n'y a pas
il n'y a pas d'aboutissement. Il n'y a pas de réalisation, comme il n'y aura pas de révélation, il n'y aura pas de compréhension comme ça, miraculeuse, tombée du ciel, justement. Non, le ciel, il en voit rien. Le ciel, il s'occupe de ses affaires. Je sais pas. Le ciel, il a sûrement des choses plus importantes à penser ou à faire. Le ciel, qu'est-ce que... Donc voilà, donc j'ai essayé de tenir pendant un petit moment pour essayer d'accompagner cette prise de parole. Voilà, donc j'arrête là, je reprendrai plus tard.